Merci beaucoup. Donc bonjour tout le monde. Alors je vais vous parler de effectivement cette expérience avec la Croix-Rouge française. Moi personnellement, je suis aussi maintenant canadien depuis 16 ans. J'habite au Canada, donc c'est pour ça que c'est marqué spécialiste gestion des urgences Canada et international. Je travaillais en fait à la sécurité civile à la zone de défense de Paris avant, et je suis maintenant donc à la sécurité civile canadienne. Mais j'ai gardé le lien avec la Croix-Rouge française et à la France en général à travers des missions d'urgence comme celle-ci, à travers donc les ERU, les équipes de réponse aux urgences, qui sont en fait un outil d'urgence de la Fédération internationale de la Croix-Rouge, que les différentes Croix-Rouges ensuite développent au sein de leur organisation. Et la Croix-Rouge française, on a vraiment de plusieurs types, mais pour la mienne, c'est ce qu'on appelle le RU Relief dans le domaine. C'est tout simplement la distribution. C'est pour ça que la photo que vous voyez là, c'est ce que en fait on vise quand on part dans une mission de ce type-là. Ça, c'est une fois qu'on a passé tous les millions d'obstacles qui nous empêchent d'arriver facilement, le plus souvent dans des villages bien reculés qui ont été dévastés par des événements majeurs. Donc on arrive finalement à faire ça, c'est-à-dire organiser une distribution qui respecte la dignité des uns et des autres, qui soit efficace, qui réponde aux besoins. Et pour ça, il y a toute une organisation derrière avec toute une logistique, vous vous en doutez bien. Alors, l'idée, je l'avais intitulée, comme vous avez pu voir, le bénévolat au cœur des catastrophes. Ça répond à la conférence qu'il y a eu juste avant, là, le panel que peut-être certains d'entre vous ont vu. C'est tout simplement, ça y répond, puisque pour moi, en tant que bénévole Croix-Rouge, ou comme bénévole, disons, du milieu humanitaire en général, c'est la démonstration que si on outille des gens en leur donnant des formations appropriées qui correspondent aux besoins du terrain, on peut faire beaucoup de choses, comme vous allez le voir. On n'est pas du Superman, on est une petite goutte quand même toujours dans tout l'océan des besoins qui sont à répondre, mais quand en fait on nous donne quand même les moyens, on peut à la fois faire beaucoup de choses. Évidemment, on ne les fait pas seuls, on était une équipe de 5. On a rejoint d'autres gens qui étaient sur le terrain et qui, eux aussi, sont des bénévoles, soit de l'international ou évidemment les bénévoles locaux. Donc, on s'inscrit dans quelque chose d'énorme, évidemment. Là, on est juste, comme je disais, quelques petites gouttes d'aide dans tout ça. Mais c'est quand même pour vous témoigner de toute cette importance du bénévolat. Donc, que vous soyez citoyen ou spécialiste de la sécurité civile, responsable d'organiser ou de planifier des choses dans le domaine, je vous invite toujours plus à considérer le bénévolat, puisque, comme on le sait très bien, les États, quels qu'ils soient, en Europe, en Amérique du Nord, en Asie, etc., on sait très bien qu'ils vont faire le maximum pour leurs citoyens, mais ils ne pourront jamais répondre à tout, et notamment dans des zones qui sont pas mal reculées, et pour lequel nous, justement, on est formés pour en assurer la couverture via une évaluation quand même assez détaillée. Donc, l'idée de cette conférence aussi, c'est de vous présenter quelque chose où on a vu un caméraman. Moi, je ne le savais pas, je suis arrivé dans cette intervention-là, et la Croix-Rouge française avait mis donc un caméraman à disposition pour qu'on puisse se rendre compte un peu plus, puis donc vous aussi, de ce que c'est, et voilà, de démystifier un peu une intervention de ce type-là. Et aussi, quand on donne, par exemple, à la Croix-Rouge, à cause justement de toutes ces catastrophes et des appels à dons, souvent on se pose la question, mais à quoi ça sert? Qu'est-ce qui est fait avec cet argent? Vous allez voir, et vous allez voir évidemment que ça coûte quand même de l'argent, même si nous, on n'est pas payé. Donc, voilà, je vous présente cette intervention avec une catastrophe majeure de dimension internationale, comme vous allez le voir, d'une expérience en ce qu'on appelle première rotation. Donc, comme le disait M. Bellon, c'était pour la Croix-Rouge française la première équipe qu'ils envoyaient. Donc, à chaque fois, ça en prend une première. Cette équipe-là, elle a toujours la difficulté de devoir tout mettre en place pour que ce soit le plus efficace possible, puis qu'on démarre l'aide. Donc, dans notre cas, c'est la distribution de produits de première nécessité. Après, évidemment, les équipes qui nous suivent bénéficient de ça, et on n'a pas, évidemment, la prétention de pouvoir à la fois mettre tout en place et en même temps d'être ultra efficace, même si c'est toujours notre idée d'être de cette ultra efficacité.
c'est souvent les rotations suivantes qui viennent bénéficier de ça et qui améliorent encore plus le processus avec les acteurs locaux et qui font que les distributions d'aide et aussi dans les autres sphères, là, logistique, santé, psychosociale et tout ça se fait d'une bonne manière. Donc, vous verrez les vidéos et selon les étapes d'intervention. Une brève mise en contexte pour commencer, l'alerte, ensuite la mobilisation et les opérations suivies de quelques petites leçons que moi j'ai pu en tirer en tant qu'à la fois quelqu'un qui intervient, mais aussi qui travaille dans le milieu de la préparation aux catastrophes, de la prévention aussi, comme je vous disais, puisque c'est mon métier à temps plein. Donc le super typhon Haiyan, c'était comme ça qu'il était vu au moment où il était prévu là juste les jours avant. Donc comme ça a été dit, catégorie 5, des vents de plus de 300 km/h, des grandes vagues. Et à ce moment-là, on estimait que la population menacée était de 12 millions de personnes sur 98 millions, donc presque 100 millions de Philippins, qui est donc un archipel, comme chacun sait, avec, vous vous en doutez, si les moyens de transport sont coupés, beaucoup de problèmes pour se rendre dans les zones affectées, ce qui me fait penser à l'intervention qu'il y a eu évidemment Irma, où là j'ai participé aussi en aide à la Croix-Rouge française, mais qui était là dans son activité d'intervention sur son sol national. Donc là, les bénévoles internationaux comme moi, on a participé et on voit bien que l'intervention dans les îles est difficile. Tout l'État français a mis ses moyens, tous les moyens en fait de l'État pour juste une île, enfin disons les îles françaises. Donc on voit que dès qu'on est dans un milieu insulaire, ça peut demander beaucoup de moyens. Voilà le monstre tel qu'il était à l'approche là dans sa version la plus menaçante. Et je vous donne tout de suite le bilan, puisque comme ça vous donne une idée d'emblée. Finalement, c'était 16 millions de personnes qui ont été touchées, 6 300 morts, plus de 28 000 blessés, des centaines, milliers de disparus, 4 millions de personnes déplacées. Donc là, c'est toute la logistique derrière. À partir du moment où on est déplacé, où on va, puis comment on soutient ces gens-là, puis pendant combien de temps. Ensuite, au niveau des habitats détruits, vous avez les chiffres. Nous, dans la zone où on est allé, c'était 95% des habitations, individuelles ou des bâtiments collectifs, municipaux et autres de l'État, qui étaient totalement ou partiellement détruits. Donc ça vous donne une idée. Les cultures, évidemment, les infrastructures donc dévastées. Alors au niveau des impacts économiques immédiats et à long terme, on est dans de la grosse reconstruction. Et pour des dommages d'environ 1,5 milliard d'euros. J'ai cru comprendre que pour Irma, derniers chiffres, c'était plus de 2 milliards, qui est une des catastrophes les plus coûteuses pour la France. Donc on est quand même dans quelque chose de majeur. Donc là, juste un petit rappel sur les ouragans. Alors la vidéo, s'il vous plaît, pour la première. Les ouragans sont provoqués par de très fortes dépressions tropicales capables de libérer une puissance de destruction 10 fois supérieure à la bombe atomique larguée sur Hiroshima. Phénomène estival, un ouragan, ou cyclone, ou typhon, se forme au-dessus des mers chaudes quand plusieurs conditions sont réunies. Une température de l'eau supérieure ou égale à 26 degrés 6 sur une cinquantaine de mètres de profondeur, une quantité suffisante d'humidité atmosphérique et une perturbation tropicale produisant des vents tourbillonnés. Au contact de la mer, l'air devient très chaud et s'élève au-dessus de l'océan, ce qui provoque une chute de la pression atmosphérique en formant une spirale d'air plus frais vers le centre de la dépression. Cet air instable, chargé de vapeur d'eau, forme des nuages et produit une activité orageuse dont l'intensité croît proportionnellement à la chaleur et l'humidité. Se déplaçant à environ 30 km/h, généralement d'est en ouest, les perturbations tropicales, dont le diamètre varie de 300 mètres à 1000 km, peuvent durer une semaine et parcourir des milliers de kilomètres. L'échelle de Saffir-Simpson compte 5 catégories d'ouragans. Des pluies torrentielles accompagnent les vents supérieurs à 117 km/h pour la catégorie 1 et dépassent 250 km/h pour la catégorie 5. Dans son épicentre, l'œil forme une colonne d'air de 8 à 100 km de largeur, mais suffisamment calme pour permettre aux oiseaux d'y voler. Le cyclone commence à se dissiper quand il touche la Terre ou lorsqu'il se trouve au-dessus d'eau froide. Reste que pour de nombreux climatologues, l'accroissement du nombre et de l'intensité des cyclones est probablement lié au réchauffement climatique.
Donc, pour ceux qui se posent la question, c'est quoi la différence entre un ouragan et un typhon? C'est juste une question de vocabulaire, de zone géographique. En Asie, ils appellent ça un typhon. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Je vous invite tout de suite à passer donc dans le vif du sujet. Comment s'est passée l'alerte médiatique? Qu'est-ce qu'on a tous vu comme là on voit pour le Mozambique? Donc là, on est beaucoup plus avancé dans la situation du Mozambique. Mais revenons au début de Haiyan. Vidéo, s'il vous plaît, la deuxième. Non, la deuxième, pardon. Merci. Les Philippines se préparent à l'arrivée de Haiyan, le typhon le plus violent enregistré depuis le début de l'année sur la planète. Habitués aux tempêtes, les autorités locales ont procédé ces dernières heures à de nombreuses évacuations, en particulier dans le centre et le sud de l'archipel où l'on redoute d'importants dégâts. Actuellement au-dessus du Pacifique, Haiyan devrait atteindre les côtes philippines ce vendredi avec des rafales de vent pouvant dépasser les 300 km/h. Les habitants ont fait le plein de vivres avant l'arrivée de la tempête qui risque d'avoir un impact humanitaire très important. 12 millions de Philippins sont sur sa trajectoire. Haiyan est le 24e typhon à frapper les Philippines depuis le début de l'année. Il devrait prendre ensuite la direction du Laos et du Vietnam. Donc vous vous doutez bien que à ce moment-là, toute la communauté humanitaire, Croix-Rouge, non Croix-Rouge ou autres, et tous les acteurs de la sécurité civile, proches ou non de cette région-là, sont aux aguets. Donc là, l'alerte va se déployer en premier. En fait, c'est un peu tout le monde en même temps, mais en gros, les évaluateurs, pour prendre un nom générique, qui savent qu'ils peuvent être mobilisés comme ça sur un départ à 24-48 heures, vont aller donc sur le terrain pour faire leur travail d'évaluation, dont tout le monde va dépendre par la suite, même si ensuite on fait des raffinements. Les urgentistes, donc comme ces équipes dont je fais partie, les équipes de réponse aux urgences, là évidemment aussi, on va nous demander notre disponibilité. Donc moi, à ce moment-là, même si je suis avec la Croix-Rouge française, il y a des ramifications partout, et donc moi, j'étais dans mon bureau de sécurité civile au Québec à travailler normalement, et j'ai reçu une demande de disponibilité de la Croix-Rouge française. Et évidemment, l'humanitaire, c'est aussi des gens qui travaillent sur le long terme. Ça m'a concerné aussi, fut un temps, en Guadeloupe, avec la Croix-Rouge française, pour des projets de développement à long terme sur le renforcement de la préparation aux catastrophes. Et donc ces gens-là, quand c'est dans leur zone où se passe l'événement, eux aussi, évidemment, ils sont alertés puisqu'ils sont plus que concernés même. Donc on fait avec ça. Il va y avoir évidemment des évacuations préventives et donc tous les bénévoles vont être en alerte, et c'est ça, ce fameux bel esprit qui commence à ce moment-là. Et les gens vont témoigner de leur disponibilité. Les premières listes d'équipes vont commencer à être constituées par les gens à Paris dans le cadre de la Croix-Rouge française, et on va partir là-dessus. L'alerte au niveau du mouvement Croix-Rouge spécifiquement, vous avez une plateforme qui s'appelle Go IFRC, donc c'est la Fédération internationale de la Croix-Rouge. Ce qui est bien, c'est que maintenant, elle est rendue vraiment totalement accessible. Donc, si vous voulez savoir ce qui se passe, par exemple, au Mozambique actuellement, vous allez dessus, puis vous allez voir en gros les grands enjeux et ce qui est engagé. Mais vous avez tout ce qui se passe à travers le monde actuellement et un certain nombre aussi d'archives, donc c'est quand même assez intéressant. Évidemment, la fédération, ça va jouer aussi à Genève, qui, elle, va assurer une solidarité entre toutes les Croix-Rouges et les différentes zones, puisque le monde est divisé aussi en zones. Et la fédération internationale qui intervient en catastrophe naturelle va aussi pouvoir voir avec le comité international, donc la Croix-Rouge, qui lui est plus pour les conflits, comment la solidarité va s'organiser. Et on est, la Croix-Rouge française, une société nationale comme 190 et autres et plus autres sociétés nationales à travers le monde, qui est donc une Croix-Rouge par pays. Et vous avez des unités logistiques qui vont nous aider donc à emmener le matériel pour le distribuer, qui sont évidemment aussi mis dans l'alerte et qui sont prêts, qui ont des plans d'urgence par rapport à ça, qui s'exercent évidemment là-dedans. Les fameux FACT, ce sont les évaluateurs dont je parlais tout à l'heure, mais dans le langage Croix-Rouge, les Field Assessment and Coordination Team. C'est eux qui partent en premier, qui commencent à discuter avec les autorités locales, souvent font des survols en hélicoptère. Sûrement, les drones vont commencer de plus en plus à aider pour faire les évaluations.
Et c'est vraiment basique, là, ils sont accompagnés de responsables locaux et ils se font dire en survolant une zone, par exemple, ben voilà, voilà les dégâts, voilà le nombre de populations, vraisemblablement il y a tant de maisons, de personnes qui sont affectées, donc ça va se jouer sur un bout de papier. Voilà les grands besoins, parce qu'évidemment c'est des gens très habitués, très aguerris, et donc c'est comme ça que va se faire les premières évaluations qui sont quand même grosso modo, mais très importantes, puisque nous, on va répondre en fonction de ça. Donc les ERU ensuite sont mis dans la boucle pour partir, et on va aider les gens qui sont les Regional Disaster Response Team, donc les gens, là on est en Asie, donc évidemment c'est les intervenants bénévoles asiatiques des Philippines, évidemment, mais aussi de tous les pays limitrophes qui étaient concernés, jusqu'à ceux de la communauté, donc les Community Disaster Response Team. Et évidemment, toutes les délégations pays dont je parlais, ceux qui sont déjà là, par exemple, la Croix-Rouge française a beaucoup de délégations pays, donc des gens, des chefs de délégation qui sont là avec des équipes qui font des projets de développement à long terme. Évidemment, eux vont jouer un énorme rôle pour la connaissance du terrain, de l'évaluation, de savoir qui, les clientèles vulnérables, et donc quels besoins vont devoir être répondus par nous quand on arrive un peu avec notre sorte de grosse cavalerie. Les types de rues, vous avez donc au niveau mondial, la toute Croix-Rouge confondue, vous avez la logistique, évidemment, le nerf de la guerre, la TI et télécommunications, eau et assainissement, une grande spécialité de la Croix-Rouge française, santé aussi, très présente, distribution, c'est la mienne que je vous présente là, et même des gens de camp de base, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a tellement de Croix-Rouge pour le milieu Croix-Rouge, mais c'est pareil ailleurs, qu'il y a tellement de monde qu'il faut quelqu'un qui sont spécialisés juste pour organiser le camp de base afin que tout le monde se sente quand même relativement bien, même si on est évidemment dans des conditions précaires. Alors, je vous propose de passer maintenant au typhon en tant que tel, en vidéo, s'il vous plaît. Des corps à même le sol, simplement recouverts d'une bâche en plastique. Des habitants désarmés et en larmes à la recherche de leurs proches. Au moins 1200 personnes ont trouvé la mort aux Philippines après le passage du typhon Haiyan. Un bilan qui ne cesse de s'alourdir malgré les évacuations. Tacloban, 220 000 habitants est dévasté. La ville se trouvait sur la trajectoire du cyclone lorsqu'il était à son maximum. Cette localité est l'une des plus touchées par le typhon qui a balayé le centre de l'archipel. Je cherche ma mère, ma grand-mère, mon père, mon enfant, que j'ai perdu de vue pendant le typhon, dit cette femme. Des vagues de 3 mètres, des vents soufflant jusqu'à 315 km/h, les éléments se sont déchaînés, du jamais vu depuis des décennies. Je n'aurais jamais pensé que les vents seraient forts au point de détruire ma maison. Je ne sais pas ce que je dois faire maintenant. Ces scènes de désolation font craindre le pire pour d'autres localités qui restent injoignables ce samedi. C'est le cas du port de Guyane, 40 000 habitants, point d'entrée du typhon sur les Philippines. 15 000 soldats ont été dépêchés vers les zones les plus dévastées, ainsi que des avions chargés de matériel de secours et de communication. Le typhon se dirige à présent vers le Vietnam, où 200 000 personnes ont déjà été évacuées. Haiyan devrait avoir un peu perdu de sa vigueur lorsqu'il frappera le centre du pays demain matin, mais il reste dans la catégorie des super typhons, l'un des plus puissants à avoir touché notre planète. Donc vous avez entendu 15 000 militaires déployés vers les zones les plus dévastées du pays, mais ce ne sont que quelques zones. Donc à l'échelle d'un pays très éclaté comme les Philippines, évidemment là on est dans un énorme défi. Donc imaginez combien de personnes ne sont pas desservis. Donc quand je disais il y a des limitations de l'État, ça concerne évidemment cette situation-là aussi. Et donc en même temps, quand vous voyez les images, il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat dans le domaine pour savoir les besoins qui en découlent et ce qu'on va devoir apporter massivement. Donc là, tout ce qui est tous les besoins essentiels, la sécurité, le rétablissement des liens familiaux, voilà, et évidemment eau, nourriture, etc., abri avant tout, très important. Donc les premières évaluations, heureusement, peuvent se faire assez vite avec quand même certains chiffres grâce aux autorités locales, et pour nous, notre premier interlocuteur, c'est la Croix-Rouge locale. Ensuite, donc on va confirmer et mobiliser
des ressources humaines, matérielles, financières, grâce aux différentes Croix-Rouges qui, à un moment donné, disent oui, nous, on va prendre telle partie, tel secteur, avec telle expertise pour couvrir tel besoin, tant de familles, etc. Et donc, il y a un plan d'action générale qui va se dessiner quand même relativement rapidement, je vous dirais, avec un fonds d'urgence qui est mis en place par la Fédération internationale de la Croix-Rouge, avec des appels au financement supplémentaires pour évidemment financer tout ça, avec ce que nous on appelle dans le jargon la mobilization table, c'est-à-dire le détail de tout ce qui est nécessaire pour répondre aux besoins. Et ensuite, chaque Croix-Rouge va dire moi je vais prendre ces besoins-là et donc je fais partir mes gens. Et ensuite, je fais évidemment du financement par rapport à ça, et d'où vous voyez ensuite l'appel aux dons, et c'est à ça que va directement servir les dons qui sont apportés par les gens. Donc, on peut passer à la vidéo de moi je pars, on me dit ok parfait, tu vas faire partie de la première rotation, je suis basé à Montréal, on me fait arriver à Paris, je rencontre l'équipe qui évidemment est plus d'ici, donc on se rencontre à l'aéroport, et voilà comment on s'est fait briefer. Du matos, il y en a déjà sur place, il y en a qui vont continuer à arriver. En tout cas, le matériel à distribuer, vous l'aurez, d'accord ? Le ERU, c'est Emergency Response Unit, donc on fait partie des équipes d'intervention d'urgence. Nous embarquons pour les Philippines, nous sommes les volontaires de la Croix-Rouge française pour aller supporter et aider la Croix-Rouge des Philippines. La première équipe part 3 semaines, nous serons relayés par d'autres équipes par la suite. Pour ma part, je vais partir entre 4 et 5 semaines pour faire la jonction entre les deux équipes. La partie urgence est prévue pour les 18 premiers mois. Nous sommes 5 membres, donc il y a un chef d'équipe. Avec moi qui embarque aujourd'hui, j'ai une personne qui va s'occuper de la logistique et de l'administration et 4 autres personnes qui vont s'occuper de la partie évaluation, distribution de tickets pour les bénéficiaires et l'autre partie de distribution pure et dure. Nous sommes pour la majorité bénévoles. Nous avons un autre métier en dehors de ce que nous faisons pour l'humanitaire. Nous sommes contactés ponctuellement en fonction des catastrophes naturelles qu'il y a. Nous partons au pied levé pour des périodes de 3 à 5 semaines. J'ai un autre métier qui est dans l'immobilier, qui n'a rien à voir, mais qui reste dans la gestion de projet. Donc là, on est évidemment formé à cette situation-là, mais évidemment, là, c'est l'inconnu complet. Là. On sait qu'on va rencontrer les gens de la Croix-Rouge locale en arrivant, des gens de la Fédération internationale, mais par contre, sur comment ensuite on va vraiment implanter les mesures, avec qui, quels moyens concrètement. Par exemple, notre matériel, il faut bien l'abriter, mais vous arrivez dans une zone dévastée où 95%, comme je vous disais, c'est totalement ou partiellement au niveau des bâtis. Donc là, comment on va pouvoir trouver quelque chose qui a de l'allure? Il y a aussi d'autres besoins sur le terrain des gens locaux à couvrir aussi. Donc, il va falloir trouver ça. Et là, rien n'est défini. Comment on part? Un petit mot là-dessus. Évidemment, on a un ordre de mission international qu'on va pouvoir présenter aux douanes donc pour faciliter notre passage. On a des cartes d'identité qui sont pas des passeports diplomatiques, évidemment, mais quand même des passeports Fédération internationale qui nous permettent d'aller plus vite. On est autonome grâce à un sac de l'équipier où il y a tout le nécessaire dedans pour pouvoir être justement donc autonome. On nous donne un dossier d'information. Ce qui est bien, c'est que les trajets d'avion sont très longs et les attentes aussi avec les transferts à Hong Kong ou ailleurs. Donc, on a le temps de bien lire, de s'imprégner en fait, des informations les plus importantes à ce moment-là. Le problème, c'est qu'entre le moment où on part et le moment où on arrive, il y a 24, 36 heures qui sont passées, puis les données ont déjà changé. D'autres acteurs sont venus, d'autres besoins ont été donc identifiés. Les décisions locales, politiques, vous imaginez que dans ces cas-là, la politique joue aussi un rôle fort. Donc là, des décisions sont prises. Nous, on n'est pas là pour faire de la politique, donc on veut juste faire notre travail le mieux possible avec ce qui est possible de faire. Donc, c'est important, mais en même temps, il faut rester flexible. On a évidemment toute une batterie de vaccins qu'on fait avant, mais il y a des médicaments aussi qu'on doit avoir. Évidemment, une assurance spécifique pour ce genre de situation. Et dans notre cas, le t-shirt et la veste va être très importante pour nous identifier. Et c'est vrai que la population va être vraiment souvent très sympathique avec nous. Ça peut être des taxis qui ne nous font pas payer, toutes sortes de choses comme ça. Quand on doit changer de l'argent, on va avoir une sorte de coupe-fil, comme on dit au Québec. Donc, voilà.
évidemment de la bureautique. Donc on vient quand même avec du gros matériel pour être autonome. Donc on a une imprimante, voilà, évidemment des ordinateurs, des choses pour projeter. Et aussi évidemment de l'argent, de la monnaie locale. Là, vu que c'est un ancien pays en lien avec les États-Unis, donc des dollars américains, mais des euros aussi. Et on va évidemment agir selon des standards comme ceux de Sphère, qui sont les standards internationaux que ceux qui sont dans l'humanitaire connaissent et qui nous permettent de bien agir de façon standardisée là-bas comme ailleurs. Voilà la manière dont l'ouragan est venu d'est vers l'ouest. En fait, on avait beaucoup parlé de Tacloban, vous avez entendu dans la vidéo. Eux, ils avaient eu non seulement l'ouragan, mais aussi toute la vague qui en a suivi par rapport à leur situation géographique. Et nous, on était pour diversifier justement l'aide, puisque souvent, quand on parle d'une localité, beaucoup de gens y vont. Les Américains sont allés là-bas, la Croix-Rouge américaine, tout ça. Là, nous, on s'est dit, parfait, on va prendre un autre endroit très touché. Donc vous voyez, c'est Ormoc, je ne sais pas si vous le voyez, c'est plutôt vers la droite, je ne sais pas s'il y a un pointeur là-dessus. Non, ah oui, c'est juste ici. Donc qui est en plein dans l'œil du cyclone et qui a vraiment aussi beaucoup pris, avec moins de retour de vagues par contre. Donc nous, notre première arrivée, c'est dans un hub local, un hub évidemment de transport, mais aussi un endroit important avec beaucoup de gens qui sont déjà là. Donc on se coordonne à ce moment-là avec nos partenaires, les représentants de la fédération qui connaissent souvent bien le pays parce qu'ils y sont sur le long terme, mais aussi d'autres gens qui sont là à long terme. On va évidemment être complètement, à ce moment-là, jusqu'à la fin de la mission, à l'écoute des besoins exprimés par le gouvernement philippin, mais via surtout la Croix-Rouge philippine, qui est, comme je disais, notre interlocuteur direct. On va raffiner notre plan d'action qu'on a commencé, comme je vous disais tout à l'heure, et nos priorités. Et on va commencer tout évidemment à mettre en place les procédures de logistique et de financement. On va recevoir un brefage de sécurité qui va nous dire, dans notre cas finalement c'était bien, oui le pays peut être dangereux à certaines parties, mais pas là où vous allez intervenir. Donc ça partait du bon pied de ce côté-là. Et on va tout simplement aller commencer à s'acheter des téléphones, des cartes SIM, faire un certain nombre de mesures. Et en fait, on a divisé notre équipe en deux. Pendant que moi, je faisais ça avec le responsable logistique et administration, d'autres commençaient déjà à faire des évaluations sur le terrain. Ça, c'est le premier endroit où on entreposait donc, comme vous voyez, les différents kits. Là, vous en voyez des kits d'hygiène. Donc la force du mouvement, c'est d'apporter rapidement des kits standardisés qui facilitent le transport. Donc en général, on ne distribue pas de nourriture ou d'eau, mais dans des cas particuliers comme celui-là, la Croix-Rouge des Philippines nous a dit « si, nous on veut que vous distribuiez en plus de vos kits des éléments vraiment frais, entre guillemets, là, et de l'eau ». Donc on l'a fait aussi à leur demande. C'est bien beau tout ça, mais les douaniers de ce pays-là doivent faire leur travail aussi. Ils nous facilitent le travail, mais on sait que ce n'est pas forcément évident. Ils sont au cœur d'une crise énorme. En même temps, ils ont eux aussi leurs procédures administratives. Et on connaît la France avec son administration. Donc, on peut comprendre qu'ils ont aussi leur travail à faire. Et on essaye tant bien que mal de sortir rapidement nos affaires. Donc, on passe devant une sorte de comité où vous avez à droite les gens du social welfare, donc bien-être social. Ensuite, au milieu, les gens de la défense civile qui sont là-bas, pas mal des militaires. Et à gauche, des gens du ministère de la Santé. Et on n'avait pas de médicaments, donc on n'avait pas à passer là. Et ça nous a arrangé parce que comme ça, c'était plus rapide. Une fois qu'on récupère ce matériel, on le charge sur notre camion qu'on avait évidemment dû contracter avec des gens de bonne volonté qui avaient encore ces moyens-là à notre disposition. Donc là, ça, on l'a fait évidemment pendant tous ces premiers moments d'arrivée. Et on est rentré sur le bateau qui nous a emmené de Cebu, le moment d'arrivée, jusqu'à l'autre île où de l'autre côté il y avait Tacloban, mais nous on était du côté d'Ormoc. Et on arrive et voilà les premières images, on est en fin d'après-midi. Et donc on se dit, les toits sont pas mal dévastés, comment on va stocker notre matériel de première survie autonome et aussi tout le matériel qui va arriver pour la distribution. Donc, une petite vidéo sur l'arrivée, s'il vous plaît, la vidéo. Ouais.
Donc là, nous venons d'arriver à Ormoc avec tout le reste de l'équipe Prolif. Donc on avait les Américains qui sont sur place que nous venons de rejoindre, avec les 2 délégués français qui étaient aussi sur place. Et nous arrivons avec tout notre équipement personnel, c'est-à-dire générateur, tente, lit et autonomie au niveau vivre, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on va trouver sur place. Aujourd'hui, on est venu pour supporter la Croix-Rouge, le chapter de la zone d'ici en tout ce qui est distribution de NFI. Les premières distributions, ça va être Jerrycan, Hygiene Kit et Tarpaulin. Un par famille. Donc on devrait démarrer avec ça. Si tout va bien, on a les premières livraisons de marchandises de NFI qui vont arriver demain au niveau du port. Maintenant, la deuxième étape, ça va être la coordination avec le chapter local, la Croix-Rouge, pour travailler avec eux et pour essayer de démarrer le plus tôt possible. Donc dans le panel, tout à l'heure, comme je disais au début de la présentation, on parlait de résilience des populations. Là, tout ce que vous voyez, c'est du bénévolat. Donc c'est vraiment intéressant quand vous êtes au cœur de ça. C'est à la fois très difficile, mais en même temps, ça fait vraiment chaud au cœur de voir toutes ces gens qui sont mobilisés à travers ça. Donc, ça vous donne quand même pas mal d'énergie. Et nous, on arrivait. Puis là, la première question, c'est où est-ce que nous, déjà, on va loger ? Finalement, ça s'est trouvé qu'il y avait encore un hôtel qui était suffisamment sécuritaire pour y aller. Donc, on a rejoint les Canadiens et les Américains qui étaient là aussi, et certains Philippins et même d'autres. Le but, c'est évidemment de se coordonner encore une fois avec nos partenaires locaux. Qui fait quoi ? Quelles sont les priorités de la Croix-Rouge locale ? Voilà. Et quelles sont aussi les précautions qu'on doit prendre. Comme je vous disais, trouver un entrepôt, des gardiens de sécurité. Comment on va engager ces gens ? Est-ce qu'on leur fait faire du bénévolat ? Est-ce qu'on les paye ? Si on les paye, à quel prix ? À un prix plus cher parce qu'il y a une catastrophe ? À un prix normal ? À un prix moins cher ? Des questions éthiques, en voulez-vous, il y en a plein. Évidemment, il y a des procédures, il y a des manières de faire qui se pratiquent aussi au quotidien qu'on va utiliser, mais il faut quand même penser à tout ça, le but étant de faire tout ça quand même dans la dignité, dans l'efficacité. Donc, on va essayer de faire de notre mieux. On va essayer d'assurer donc les ressources humaines pour tout ça et établir nos prix et nos contrats, comme je disais. Donc là, on nous disait, hey, je connais très bien, j'ai un endroit là, je pense que ça pourrait être pas mal, un bel entrepôt, mais vous êtes sûr qu'il est couvert ? Ouais, ok. Donc là, on arrive, ok, c'est grand, mais sauf que non, ça va pas aller. Donc ça, c'est du temps de perdu. En même temps, voilà, il y avait de la bonne volonté, on a dû faire avec. Finalement, on trouve celui-là. Donc en l'absence d'avoir des gens qui pouvaient nous aider, qu'on engageait, on s'y est mis, nous. Et vous voyez par exemple à droite, c'est celui qui a fait les films, les vidéos que vous avez vus. Lui, évidemment, il prêtait main forte. Et finalement, les gens ont commencé à arriver et on entreposait donc de façon ordonnée, avec pareil des standards d'entrepôt finalement classiques, les kits pour qu'on puisse ensuite les sortir de façon efficace. Les opérations, évidemment, notre priorité, servir les plus vulnérables en support à la Croix-Rouge des Philippines, mais évidemment en lien avec tous les autres acteurs de l'humanitaire et étatiques, etc., etc. Coordination avec tous les intervenants. Il y a les évaluations dans les villages. Il faut savoir les listes de bénéficiaires. Qui va en bénéficier ? Est-ce que quelqu'un ne voudrait pas abuser pour... évidemment, partout, il y a des abus, donc il faut les prévenir. On veut être sûr que quand on distribue, c'est pour de la bonne personne aussi. Donc, on a des listes de bénéficiaires pour ça. Et ensuite, nous, on arrive dans une sorte de cycle de l'ultra-efficacité. On a les kits à distribuer, on sait où est-ce qu'il faut aller, on évalue encore les routes, donc le type de camion dont on a besoin, et on sait exactement quoi faire à ce moment-là, dans quel ordre. Et là, on va démarrer tout ça. Donc, au niveau de la coordination, une journée classique, on arrive le matin, il doit être peut-être 7h30, la Croix-Rouge locale des Philippines fait son briefing de ses bénévoles et nous on assiste à ça pour voir les priorités, les enjeux pour eux. Ensuite, nous on se réunit, les Croix-Rouges qui sont en support, avec la personne qui est debout, c'est la personne des Philippines qui en fait est le boss puisqu'il est chez lui finalement, donc il va vraiment nous demander des missions spécifiques, on va s'y conformer. Si on a un problème, on lui en fait part. Et donc, on va essayer de se partager la tâche. Et vous voyez des gens qui sont aussi de Croix-Rouge asiatique de la région qui venaient en main forte, mais peut-être plus de façon individuelle. Eux, ils étaient dépêchés par leur Croix-Rouge comme ça. Donc, on les intégrait dans ce mécanisme.
Évidemment, les gens de la ville d'Ormoc ne nous ont pas attendus pour déclencher leur centre de coordination d'urgence. Ils sont un peu comme le système américain, pour ceux qui connaissent le Incident Command System. Donc, c'est une manière de coordonner les choses. Donc là, il fallait aussi se conformer aux autorités locales. Après tout, on est chez eux, encore une fois, et donc être sûr que ce qu'on fait leur convient. Mais étant donné qu'on est dans une grosse catastrophe, évidemment, les Nations Unies sont là aussi, eux aussi avec leur grosse cavalerie, leurs différentes missions qui s'appellent des clusters, où chacune des grandes institutions onusiennes va avoir le lead, donc l'OMS pour la santé, la Croix-Rouge partage aussi certaines choses avec d'autres organisations, notamment pour les abris. Et donc on s'assoit ces rencontres de coordination, et c'est là vous voyez que la coordination c'est bien beau, mais pour que ça marche, il faut que les gens jouent le jeu. Donc si les gens ne s'assoient pas à cette rencontre pour dire nous on couvre telle zone pour répondre à tel besoin, vous êtes à l'aveugle, et là vous arrivez ensuite sur le terrain et vous voyez que les gens viennent de recevoir des kits qui sont à peu près les mêmes que les vôtres, et là on a un gros problème d'efficacité, de gâchis de ressources. Donc il faut pouvoir jouer le jeu. Je vais parler plus près du micro. Et ensuite, on y va et on se retrouve face à des situations d'évolution. Alors là, on n'était pas dans des inondations ou dans de la boue ou des choses comme ça, mais à travers des fils. Donc là, on avance évidemment très, très doucement. Sur le chemin, on voit un peu plus aussi le type de dégâts. Donc c'est une évaluation finalement à la seconde. On est tout le temps les yeux ouverts de partout et on essaye de récolter un maximum d'informations. Ensuite, on rencontre les gens. Donc la situation que vous voyez, c'est la situation typique que nous, on aime bien. C'est-à-dire qu'au début, on arrive, on dit voilà, on voudrait rencontrer le chef de village pour connaître vos besoins, pour mieux y répondre. Puis finalement, là, on nous dit non, il n'est pas là, si vous voulez, vous pouvez voir sa femme. Puis finalement, on s'assoit dans un coin, puis les enfants souvent viennent parce qu'ils sont curieux. Puis là, il y a d'autres gens qui viennent s'asseoir et la discussion se fait au grand jour. Donc, on aime bien parce que ça nous permet d'éviter que quelqu'un nous fasse part de besoins qui en fait sont plus les siens et dont il va plus bénéficier. Donc voilà comment ça se passe. On récolte la fameuse liste de bénéficiaires. Donc là, pour ne pas vous laisser trop de noms, j'ai plutôt montré la fiche globale où vous voyez donc par exemple nombre total de familles 488, donc totalement endommagé 290, le reste donc partiellement endommagé. Heureusement il n'y avait pas de morts dans ce village-là, mais quand même des blessés, et on part avec ça et ensuite on organise notre distribution. Sur le chemin du retour, ça nous permet de voir l'état des lieux d'autres choses. Là c'était un hôpital qui était tout neuf, il était comme à 2 mois de l'ouverture de l'inauguration, financé sûrement aussi par des bailleurs de fonds, peut-être même internationaux. Et malheureusement, voilà où il en est. Au niveau des lieux de culte, voilà aussi ce qu'on peut voir. Et quand je vous disais que des acteurs sont là, ils font leur distribution, mais ils ne sont pas dans les réunions de coordination, pas forcément par mauvaise volonté, mais des fois par ignorance, là on voit qu'une association bouddhiste plutôt locale a fait aussi un travail et on doit en prendre acte, mais quand on arrive, alors là on était en reconnaissance, donc ça nous a permis d'en tenir compte, mais si vous arrivez, vous venez pour distribuer, vous avez tout organisé, la distribution, les bénévoles le matin, tout le chargement des camions, le temps passé à ensuite arriver, parce que ça peut mettre du temps, là vous arrivez, vous repartez à zéro, et on est dans la duplication et le gâchis. Le processus de distribution, très rapidement, évidemment, le chef de village est important parce que si quelqu'un n'était pas là au moment de la distribution ou de la reconnaissance, il n'a pas pu se faire mettre sur la liste de bénéficiaires, mais il vient quand même prendre son kit. Donc là, on veut être sûr que la personne fait bien partie, par exemple, du village. On organise un périmètre de distribution pour des questions de sécurité, mais aussi pour des questions de dignité. Donc ça, c'est très important. Et ensuite, comme la vidéo qui suit va vous le montrer, on a toute une logique et évidemment, on essaye de faire du renforcement de capacité quand on peut, mais on s'enrichit aussi des pratiques locales en finalement intégrant des bénévoles qui sont soit de la Croix-Rouge, mais même des fois soit des bénévoles locaux des villages, ou même ça allait jusqu'aux conducteurs des camions à la fin, et à force de nous voir faire toujours la même chose, arriver, mettre en place les périmètres de sécurité, mettre les gens en ligne, prédisposer les gens pour la distribution, les aider pour les personnes qui étaient les plus âgées ou en difficulté à la sortie
ce système-là, ils devenaient eux-mêmes bénévoles et ils prenaient quasiment 50% de la mise en place des choses. Donc on était contents. On avait fait d'un conducteur de camion un bénévole pas mal performant, je vous dirais. Alors vidéo s'il vous plaît pour voir ce que c'est qu'une première distribution. Okay. In this way. Ok, donc explique-nous comment tu organises ton truc. Tiens, les gars, tu les fais rentrer ici. Alors les gens vont faire la queue là. D'accord. Ça y est, la distribution tourne, on est enfin dans le vif du sujet. On va aujourd'hui sur ce site essayer d'opérer pour 198 familles, au moins sur ce site. On leur distribue aujourd'hui donc des NFI, des tarpaulins, donc des bâches en plastique, des kits d'hygiène et des jerrycans, ainsi que la nourriture. Vas-y, envoie, on est prêt. 5 please. On fait rentrer 5 personnes par 5 personnes. On a scindé les deux files en deux groupes, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Et par souci d'équité, on fait rentrer une fois les hommes et une fois les femmes, en privilégiant bien évidemment, toujours dans l'esprit de la Croix-Rouge, les femmes avec des jeunes enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées. Tout se passe bien, on est dans un bon timing pour l'instant. Un quart d'heure qu'on a démarré, là c'est bon, on a repris le retard, on est bon. Les gens sont très très calmes et assez heureux de nous voir arriver avec notre distribution. Alors évidemment, tout ça se fait avec les gens de la Croix-Rouge des Philippines parce que déjà la première barrière, c'est la langue. Donc déjà pour comprendre les besoins, organiser, discussion avec la population et tout ça. Voilà l'équipe psychosociale de la Croix-Rouge des Philippines locale. Et voilà une journée type de ce qu'on faisait pendant 3 semaines. Lever 5h, 5h30, 6h, petit déjeuner, un briefing finalement avec les gens aussi des autres équipes canadiennes, américaines et aussi des Philippines. Nous, comme je disais, on entre dans un cycle d'ultra-efficacité où pendant qu'il y en a qui se coordonnent pour comprendre les besoins, là, il y en a qui font déjà de l'évaluation terrain sur la prochaine distribution. Il y a de la planification qui va se faire aussi. À différents niveaux, de la préparation des distributions, les distributions en tant que telles, et évidemment d'essayer de faire de l'amélioration continue. Ça devenait après plusieurs centaines de familles aidées dans la même journée, donc c'était vraiment intéressant. Et évidemment, quand ensuite on part toute la journée sur le terrain, puis on mange quand on peut, on fait un débriefing pour s'améliorer, et ensuite on va se coucher. Résultat, pour nous, ça a été 7000 familles aidées. Par rapport à d'autres cycles de 3 semaines, c'était nettement en dessous, parce qu'évidemment, en première rotation, comme je vous disais, il a fallu tout établir, discuter, négocier pour que ça soit mis en place. On était content quand même d'arriver à ce chiffre-là. Et les leçons que moi j'en ai tirées, étant donné que par ailleurs, comme je vous disais, c'est mon métier de la préparation aux catastrophes, la prévention, comme je vous le disais aussi au début, l'importance du bénévolat, encore une fois sur le lien avec le panel d'avant, sur la résilience des populations, c'est sûr que c'est une des grandes clés d'une réponse adaptée, micro-locale, rapide aux catastrophes, à condition de considérer les bénévoles, de les outiller, de croire en eux, je dirais surtout, tout simplement, de la part des autorités. Donc, la coordination, évidemment. La coordination, c'est pas juste s'asseoir à une table, c'est d'avoir une attitude, c'est d'être à l'écoute, c'est de vouloir construire une réponse qui, au départ, n'est peut-être pas forcément celle qu'on voulait, mais grâce à la compréhension des autres, d'essayer de trouver des solutions en commun. En fait, c'est vraiment aussi considérer que les autres sont une partie de la solution et ont des expertises qui sont complémentaires. Et évidemment, du renforcement des capacités dès le départ. Nous, on savait que 3 semaines après, on ne serait plus là. Donc, on voulait donner un maximum de ce que nous, on nous avait formé pour essayer d'être ultra efficace. Et donc, on laissait ça aux locaux. Et évidemment, ça prend d'être proactif. Je ne parle même pas de la prévention, parce qu'évidemment, on sait très bien que toute la prévention pour essayer de limiter les impacts de telles catastrophes est fondamentale, que ce soit sur le code du bâtiment ou plein d'autres choses. Et évidemment, les briefings et débriefings entre équipes, entre les équipes humanitaires puis les autorités, entre en fait quelqu'un qui commence un chiffre puis celui qui continue. Il faut que ce soit vraiment ciblé avec des enjeux identifiés bien clairs, aussi la bonne vision globale de tous les partenaires. Donc
voilà ce que moi j'ai pu tirer comme leçon de cette catastrophe, de cette opération. Voilà. Merci à vous, Nicolas Chaubrou, pour cette conférence qui a été passionnante. Je suis navré, on a pris un petit peu de retard sur le temps qui nous est imparti. Donc, si vous avez des questions, je vous encourage à prendre contact avec Monsieur Chaubrou, qui se fera un plaisir de répondre à vos questions. Et puis, on va enchaîner avec la prochaine conférence qui porte sur les gestionnaires d'urgence canadiens, qui racontera 30 ans de réponse aux catastrophes. Merci à vous.